Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire datant de la toute fin du 19e siècle, alors installez-vous pendant que nous partons pour l'Angleterre. Le matin du jeudi 11 février 1897, mademoiselle Elizabeth Caen avait un jour de congé de ses fonctions de gouvernante au Good Intent Public House, situé sur East Street dans le quartier de Woolworth, au sud de Londres. Elle y avait travaillé par intermittence et s'était bâtie une réputation de diligence et de respectabilité. Elle avait 33 ans et, avant de travailler au bar, elle avait été infirmière à Winchmore Hill. À présent, elle envisageait l'avenir avec optimisme et était fiancée à un homme nommé Edward Berry, un marchand de fruits et légumes dont la boutique se trouvait juste en face du pub, et leur mariage n'était plus qu'à quelques semaines. Souhaitant profiter pleinement de son congé, Elizabeth avait prévu de voir 2 de ses sœurs mariées, avec qui elle était restée proche. Elle est partie ce matin-là de bonne humeur, habillée avec soin et portant un sac à main vert ainsi qu'un parapluie à embout argenté. C'était un matin de février frisqué et elle savourait cette courte échappée à sa routine. Elle s'est d'abord arrêtée à Hammersmith pour voir sa sœur Annie. Elles ont discuté de questions familiales et Elizabeth lui a parlé des préparatifs qu'elle faisait pour son prochain mariage. Quand Elizabeth est partie, elle est allée à Hounslow voir une autre sœur, mademoiselle Frances Haynes, qui préparait son déménagement à Woolworth. Elizabeth est restée là plus longtemps, aidant sa sœur à trier ses affaires. Il semblait qu'elle passait une bonne journée, et elle n'a certainement donné aucune indication que quelque chose la troublait. Lorsque sa sœur lui a parlé d'argent, Elizabeth a ouvert son sac à main et a remis 38 shillings, notant avec désinvolture qu'il ne lui restait que 3 shillings, et qu'elle n'en avait pas apporté beaucoup avec elle. Elle a ensuite dit qu'elle avait laissé sa montre en or à la maison. Une fois les bagages faits, elles sont allées ensemble à la gare. Pendant qu'Elizabeth achetait ses billets de seconde classe, Françoise, perplexe, lui demanda pourquoi elle n'allait pas en 3e. Elizabeth sourit, disant qu'il y avait moins de monde et que les gens étaient plus agréables ainsi. Sa sœur, cependant, exprima une inquiétude discrète. Les femmes seules seraient peut-être plus en sécurité en 3e classe, car il y avait généralement plus de passagers. Mais Elizabeth rejeta cette idée et monta dans un compartiment vide de seconde classe du train de 19h42 pour Waterloo. Lorsqu'elle est entrée à la gare de Waterloo, Edward Berry, le fiancé d'Elizabeth, attendait patiemment son arrivée. Le hall fourmillait d'activités, certains passagers rassemblaient leurs affaires, d'autres se préparaient à monter dans les trains en partance. Parmi la foule se trouvaient des personnes comme Edward, debout tranquillement, cherchant quelqu'un qu'il devait retrouver. Le train en provenance de Hounslow est arrivé juste avant 8h30. Et alors que le train s'arrêtait doucement, les passagers ont commencé à descendre des wagons. Et pendant qu'ils descendaient, Edward scrutait le flot de personnes à la recherche du visage familier d'Elizabeth. Il s'attendait à voir son expression calme, mais il eut beau chercher, il ne la vit pas. Après quelques minutes, il en conclut qu'elle avait dû rester un peu plus longtemps avec sa sœur et manquer le train. Pendant ce temps, sans être vu des derniers flâneurs de la gare, un processus de routine débutait. Les wagons arrivants étaient toujours nettoyés avant de repartir et, comme d'habitude, les agents d'entretien des chemins de fer montaient dans chaque compartiment pour ramasser les déchets laissés derrière. L'un d'eux, un jeune homme, monta dans le train par lequel Elizabeth était censée arriver. Alors qu'il s'approchait d'un compartiment de seconde classe près de l'arrière, il remarqua que la porte était encore fermée. Il l'ouvrit, s'attendant à trouver une place vide et des journaux éparpillés, mais à la place, il vit une jeune femme allongée sans bouger sur le sol. Son corps était coincé de façon étrange, sa tête sous une banquette et ses pieds sous l'autre. D'abord, il se demanda si elle dormait ou était malade, mais en observant son immobilité, la position étrange de ses membres et le sang sur ses vêtements, il conclut qu'elle était morte. Il attrapa ses épaules et, avec difficulté, traîna la jeune femme décédée dans le couloir étroit, et ce faisant, sa cape s'enroula autour d'elle, dissimulant le pire de ses blessures. Une fois desserrée, l'horreur fut évidente. Son visage était tuméfié, du sang couvrait ses vêtements et s'étendait sous elle. Sur le sol, à l'intérieur du fiacre, le siège, les coussins et le lambris en bois étaient tachés de sang. L'homme de ménage horrifié cria au meurtre, sa voix résonnant le long du quai. Vers 20h35, le personnel ferroviaire et la police de la gare arrivèrent rapidement sur place. Tous les passagers du train s'étaient éparpillés. Donc, si la personne responsable de ce crime des plus brutaux avait voyagé jusqu'à Waterloo,
Elle s'était volatilisée dans la foule. Le compartiment ne laissait aucun doute sur ce qui s'était passé. L'assaillant avait été très violent. La victime avait subi de violents coups, très probablement portés avec une hachette ou un autre objet contondant similaire. Pourtant, la police n'a trouvé aucune arme à l'extrémité du quai. Edward remarqua l'agitation parmi les responsables. Il vit que des policiers s'étaient rassemblés près de l'un des compartiments de seconde classe et qu'une civière était apportée. Il observa tandis que quelque chose était soulevé dessus, dissimulé sous un drap, puis emporté par une porte latérale. Il remarqua aussi que la civière était accompagnée d'un policier et de 2 cheminots. Edward commença à s'inquiéter qu'Elizabeth ne soit pas descendue du train comme prévu. Peut-être qu'elle n'était pas restée plus longtemps avec sa sœur. Peut-être que c'était elle sur la civière. Il s'avança pour se rapprocher, mais un garde l'arrêta et lui demanda de rester en arrière. Alors qu'il essayait de voir ce qui se passait, il entendit des bribes de conversation. Les gens disaient qu'une femme avait été retrouvée morte dans une calèche et que ce n'était pas une mort ordinaire, c'était un meurtre. Sans attendre pour poser plus de questions, il se retourna et quitta la gare en hâte. Il héla le premier fiacre qu'il trouva et lui demanda de le conduire de l'autre côté de la rivière, à l'hôpital Saint-Thomas. Son esprit était envahi de pensées, mais il gardait l'espoir que ce ne soit pas elle. Lorsqu'il arriva, une infirmière le fit entrer et il fut conduit pour voir le corps. Lorsque le drap fut retiré, malgré les coupures et le sang, il sut instantanément que la pauvre jeune femme allongée là était sa fiancée, mademoiselle Elizabeth Camp. Pendant un instant, il resta là, stupéfait et silencieux, puis le chagrin le submergea. Alors qu'il fixait le corps, le médecin lui laissa quelques instants avant de lui prendre le bras et de l'éloigner. Une autopsie a été ordonnée, et cela a confirmé ce qui était évident à l'œil nu. La femme avait été assassinée, son crâne écrasé par un objet contondant, et les coups avaient été portés avec une telle force et rapidité que la mort a probablement été instantanée. Aucun signe d'autre agression n'a été constaté. Mais quand la police a vérifié les poches, elle a constaté qu'elles étaient vides et que le sac à main et le billet de la dame avaient disparu. Pourtant, étrangement, sa broche et ses boucles d'oreilles étaient intactes et l'embout en argent de son parapluie était resté dans les compartiments. La police a trouvé une paire de boutons de manchette en os qui n'appartenaient pas à la victime et qui laissaient fortement penser qu'un homme avait été présent, et probablement un homme pressé. Des détectives de Scotland Yard ont rejoint l'enquête avec le surintendant Robinson de la police du London and South Western Railway. L'enquête a débuté par la reconstitution du parcours d'Elizabeth. Des experts médicaux ont également été consultés, qui étaient d'avis qu'Elizabeth avait été frappée. Assise, le meurtrier probablement à sa gauche, elle aurait eu peu de temps pour crier, ont-ils déclaré. La police a également supposé qu'une fois l'acte commis, son meurtrier avait traîné le corps sous le siège, probablement pour éviter d'être repéré lorsque le train s'est arrêté. La violence et la dissimulation calculée indiquaient quelqu'un qui avait agi rapidement, peut-être même de façon impulsive, mais avec suffisamment de sang-froid pour tenter de cacher le crime. Le matin suivant, à l'aube, la police et les responsables du chemin de fer ont minutieusement fouillé la voie empruntée par le train. Lorsqu'ils atteignirent, quelques centaines de mètres au-delà du côté de Putney de la gare de Wandsworth, ils firent une découverte stupéfiante. Près de la voie gisait un objet lourd et contondant, taché de sang. Ce n'était pas un simple objet domestique, c'était une massue solide en faïence, du type connu sous le nom de porcelaine Ironstone. Elle pesait plus de 3 livres et portait un numéro, soit le 6, soit le 9, selon l'angle sous lequel on l'observait. C'était une arme brutale et improbable, et sa présence si près de la voie ferrée a poussé les policiers à croire qu'il s'agissait probablement de l'arme utilisée lors de l'agression. Cette découverte a redonné espoir à tous que la personne responsable de la mort de la jeune femme pourrait bientôt être retrouvée. Une enquête sur la mort a été ouverte, et le témoignage médical a été détaillé par le docteur Bon. Il a décrit la nature des blessures, au moins 4 coups distincts portés à la tête avec une grande force, tous probablement infligés en succession rapide. Il a déclaré qu'elle n'avait probablement pas crié, ni tenté de se défendre. L'attaque avait été soudaine, efficace et fatale. Un agent de la South Western Railway nommé Edward Collins fut le témoin suivant. Il déclara qu'il avait travaillé dans le train cette nuit-là et qu'il s'était occupé des sacs postaux aux gares de Wandsworth et de Waterloo. Il n'a donc vu personne quitter le train précipitamment. Il ajouta qu'en déchargeant les sacs postaux à Waterloo, un agent d'entretien s'était précipité vers lui pour lui dire qu'il y avait une femme morte dans l'un des wagons.
Monsieur Collins a dit qu'il avait dit à l'agent d'entretien d'aller chercher la police, et avant de terminer son témoignage, il a confirmé que personne n'aurait pu sauter du train avant qu'il n'arrive en gare. Alfred Harris, le propriétaire du pub Good Intent, où Elizabeth avait travaillé, a également témoigné. Il a dit qu'il l'avait rencontrée pour la première fois en 1885 lorsqu'elle travaillait pour lui comme serveuse au bar, et qu'elle était une travailleuse acharnée qui ne fréquentait aucun homme en particulier, et n'avait pas l'habitude de sortir tard le soir. Il a ajouté qu'elle avait quitté son emploi en 1889 pour un poste dans le West End, puis travaillé au Great Northern Hospital, mais il a ajouté qu'elle était revenue à son service en 1895 comme barmaid et gouvernante après le décès de sa femme. Monsieur Harris a aussi dit que Mademoiselle Camp n'avait jamais parlé des deux jeunes hommes avec qui il savait qu'elle avait été en contact. L'un nommé Monsieur Brun, et plus tard Monsieur Edward Berry, qu'elle voyait depuis plusieurs mois et qu'elle prévoyait d'épouser. Il a dit qu'elle avait déjà commencé à acheter pour le mariage. Lorsque l'enquête a pris fin, le jury a rendu le seul verdict possible. Meurtre avec préméditation par une ou plusieurs personnes. Inconnu. La nouvelle du meurtre se répandit dans Londres, suscitant un malaise chez le public, dépendant des chemins de fer. L'idée qu'un crime aussi brutal puisse se produire dans un train en marche, un moyen de transport vital utilisé chaque jour par des milliers de personnes, était particulièrement inquiétante. La panique était particulièrement forte chez les femmes voyageant seules. En l'absence de réponse, les rumeurs ont commencé à se répandre. Des histoires ont émergé, les habitants étant désireux de signaler des événements étranges et des étrangers suspects dans les heures entourant le crime. L'une de ces histoires venait de Vauxhall, où l'on disait qu'un homme en manteau sombre avait fait irruption dans un pub vers 8h30 le soir du meurtre, et il a exigé du brandy. Ses mains tremblaient et son visage était tiré et anxieux. Selon la serveuse, l'homme semblait profondément agité et avait à peine la force de porter le verre à ses lèvres. Une autre rumeur situait un homme à Clapham Junction, où des témoins ont déclaré qu'il était descendu du train avec la main enveloppée dans un mouchoir. La police, cependant, a expliqué cela comme une coïncidence et ne croyait pas que cet homme ait un quelconque lien avec le crime. Une piste prometteuse est apparue à Wandsworth, où des témoins ont vu un homme sauter du train à la gare, presque frénétique. Ils ont déclaré qu'il avait dévalé les escaliers, dépassant les autres passagers en sautant 3 ou 4 marches à la fois. Il a été décrit comme étant bien habillé, bien que légèrement débraillé, et portant un long manteau noir. Des témoins ont affirmé qu'il était pressé et s'est précipité dans un pub voisin appelé l'Alma, où il a commandé 2 cognacs rapidement. Plusieurs clients ont aussi déclaré que l'homme montrait de l'argent et offrait des verres à tous, jusqu'à ce qu'on remarque soudain des taches de sang sur sa chemise. Interrogé sur l'origine du sang, l'homme a affirmé qu'il s'agissait en fait de produits à polir les meubles. La police a interrogé les personnes présentes au pub qui se souvenaient bien de lui. Ils ont dit que ses vêtements étaient en désordre et sa cravate complètement de travers. Ils ont ajouté que, lorsqu'on a signalé l'état de sa cravate, l'homme l'a ajustée puis est vite monté dans un taxi. Ils ont ajouté que les taches sur sa chemise étaient sûrement du sang à ce moment-là. Personne ne savait qu'un meurtre avait eu lieu, donc il n'y avait aucune raison de le soupçonner d'être autre chose qu'un homme étrange et agité dans un pub londonien. La police a suivi cette piste et a pu retrouver l'homme grâce au taxi qu'il avait loué. Lorsqu'ils lui ont parlé, il a pu fournir une explication parfaitement satisfaisante pour le sang trouvé sur sa chemise et pour ses déplacements la nuit en question. En conséquence, il n'a pas été retenu plus longtemps. Un autre homme suspecté par la police était Thomas Stone. Fils d'un artisan retraité, il connaissait la famille Duncan depuis longtemps. Il était particulièrement proche de Madame Frances Haynes, la sœur d'Elizabeth, et des témoins se souvenaient l'avoir vue en compagnie de Frances et d'Elizabeth avant qu'Elizabeth ne parte pour Waterloo, ce qui allait devenir son dernier voyage. Idras a été escorté jusqu'au poste de police où il a passé plusieurs heures tendu en garde à vue. Les agents l'ont interrogé de près, mais il est resté calme tout au long de l'entretien, fournissant une explication complète de ses déplacements la nuit du meurtre. Le soir, la police était satisfaite et aucune charge n'a été retenue contre lui. Au même moment, sous le ciel gris de Londres, les funérailles de Mademoiselle Elizabeth Camp se tenaient au cimetière de Norwood. Les personnes en deuil se rassemblèrent en silence. Sa famille était en peine, tandis que l'enquête sur sa mort tragique se poursuivait. La police ne pensait pas que le mobile était le vol. Mademoiselle Camp portait peu sur elle, et rien de valeur ne semblait absent. Sa vie, une fois examinée, ne donnait aucune explication claire.
Elle jouissait d'une réputation irréprochable, sans relation défavorable. Sa seule relation amoureuse connue était un ancien prétendant, facilement vérifié et au-dessus de tout soupçon. Bien que toutes les pistes semblaient mener à une impasse, cela n'a pas cessé. Les rumeurs continuaient de circuler dans les boutiques, les rues et les auberges. Chacune était plus invraisemblable que la précédente, mais toutes étaient prises au sérieux malgré tout. Une remarque désinvolte d'une femme a conduit à l'arrestation d'un homme totalement innocent à Hounslow. Il a été retenu pendant des heures au commissariat pendant qu'ils enquêtaient pour être finalement relâché. Une fois, il est devenu évident qu'il n'avait aucun lien avec le crime et que son arrestation reposait uniquement sur des rumeurs. Les journaux semblaient fascinés par l'histoire, remplissant leurs colonnes de titres dramatiques, de descriptions détaillées du soi-disant homme mystérieux et de rapports sur chaque suspect possible. Même un lien faible suffisait. Leur couverture a accru l'inquiétude du public. Puis, des comparaisons étaient faites avec des cas où d'autres femmes avaient été agressées dans un train, bien que dans des circonstances un peu différentes. Et cela n'avait pas entraîné la mort. Des lettres affluaient dans la presse, réclamant des réformes. Un correspondant a demandé combien de femmes supplémentaires devaient mourir avant que les compagnies ferroviaires abandonnent leurs compartiments dangereux et adoptent des voitures à couloirs avec des cordons de communication et des agents en mouvement. Les responsables du chemin de fer ont rappelé que les portes des compartiments ne pouvaient être verrouillées de l'intérieur et que des agents patrouillaient sur les quais. Cependant, la confiance dans les chemins de fer fut ébranlée dans les semaines suivantes. D'autres suspects ont aussi été envisagés. Parmi eux se trouvait Arthur Marshall, un jeune homme qui a été arrêté dans la ville de Reading. On pensait qu'il ressemblait à l'homme vu dans un pub qui avait acheté une fausse moustache le jour du meurtre. Il a été interrogé de très près par la police. Mais bien qu'il le considérait comme un suspect crédible, les détails ne semblaient pas correspondre. Certains témoins ont dit que l'homme qu'ils avaient vu avait des favoris, mais M. Marshall n'en avait pas. D'autres disaient qu'il avait l'air trop jeune. Pendant sa période de détention, M. Marshall est devenu de plus en plus bouleversé et a fini par fondre en larmes, sans lien clair avec l'arme ou le meurtre, et aucun témoin capable de l'identifier de manière concluante. Il a été relâché et l'enquête est de nouveau tombée dans l'impasse. La police a poursuivi son enquête, mais chaque piste s'est révélée fausse. Les témoins se contredisaient les uns les autres. Les signalements rapportés n'ont rien donné, et chaque indice prometteur s'est effondré sous l'examen minutieux. Malgré la pression du public et la couverture fréquente dans la presse, la piste se refroidissait de mois en mois. Finalement, l'agitation initiale s'est estompée et l'enquête a été réduite. Il n'y eut plus d'arrestation, aucun aveu, et personne ne fut tenu responsable de la mort d'Elizabeth Caen en novembre 1898, près de 2 ans après le meurtre. Sir Edward Bradford, le commissaire de la police métropolitaine, a publiquement critiqué le temps qu'il avait fallu pour informer Scotland Yard de la mort de Mademoiselle Caen. Il a noté que le signalement tardif du meurtre avait fait perdre des heures précieuses, éliminant toute chance d'arrêter le responsable dans les gares ou sur les routes proches. L'hôpital Saint-Thomas a justifié ses actes, disant qu'un agent avait été appelé rapidement, mais certains soutenaient Sir Edward Bradford. Sir Robert Anderson, chef du département d'enquête criminelle, s'est servi de cette affaire pour souligner les faiblesses de la police anglaise en France. Il a déclaré que la voiture aurait été immédiatement scellée et que la scène aurait été préservée jusqu'à l'arrivée des enquêteurs. Il a cependant souligné que la gestion de cette affaire avait perturbé trop vite de nombreuses preuves potentielles. La personne qui est montée dans le train cette nuit-là, à destination de Waterloo, et qui a assassiné Mademoiselle Elizabeth Camp, n'a jamais été identifiée. Et ce meurtre reste l'un des crimes les plus troublants de l'ère ferroviaire victorienne. Un crime commis en public, mais toujours enveloppé de silence. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours. Et j'espère vous retrouver tous pour le prochain Briefcase.